Un bar, un restaurant, un hôtel attaqués avec des modes opératoires qu'on commence à connaître, on va en reparler bien sûr, au centre de Ouagadougou, extrêmement fréquenté par des étrangers. Pourquoi est-ce que le Burkina, qui était un pays plutôt épargné aujourd'hui par les attaques terroristes, a été visé et devient une cible aujourd'hui? Déjà, le Burkina est un pays central en ce qui concerne les relations interafricaines, principalement en Afrique de l'Ouest. C'est aussi un des centres névralgiques qui a géré et qui a pu participer à ce qu'on appelle aujourd'hui la stabilité et la transition démocratique au Mali. C'est aussi, surtout à l'époque de l'ancien régime de Blaise Compaoré, un des pays les plus stables de la région et qui faisait quand même, qui jouait à l'équilibriste dans une zone assez trouble. Le pays le plus stable qui a quand même connu un certain nombre de déstabilisations. Surtout à l'époque de Blaise, c'est-à-dire 2 ans auparavant. Et c'est un pays qui a joué de grands rôles en ce qui concerne la crise de la Côte d'Ivoire, la crise du Mali. Et on sait très très bien quel rôle ce pays aussi joue à l'intérieur de cette nomenclature ouest-africaine. C'est aussi un pays très important pour la présence occidentale. C'est au Burkina qu'il y a une des bases plus importantes de drones américains. C'est aussi un des centres névralgiques des stratégies militaires et principalement de renseignement français liés à tout un réseau de présence française dans la région, à commencer par le Tchad, Centrafrique, Gabon et autres pays. Donc, toucher le Burkina, c'est aussi toucher l'ensemble de l'Afrique occidentale, c'est surtout toucher les intérêts occidentaux et principalement les intérêts français dans la région. Et quand on touche ce pays qui est aujourd'hui, qui vit une transition, espérons-le, qui va aller vers plus de côté positif à travers cette transition démocratique très importante. D'ailleurs, le Burkina a donné un exemple extraordinaire à un grand nombre d'autres pays africains dans ce cadre-là. Je pense que le fait de l'avoir touché, c'est avoir saisi l'occasion. C'est un pays quand même qui est dans une situation de faiblesse, où on est en train de restructurer le système sécuritaire. Le régiment le plus important en termes de sécurité, bien sûr, il était beaucoup plus lié à la présidence. C'est le RPC qui était le plus adapté à concevoir des stratégies de sécurité au sein de la capitale, a été complètement disloqué, a été départagé à travers plusieurs autres régiments. Donc c'est un État qui est en cours de restructuration. La cible de l'hôtel, il faut voir les nationalités donc des victimes. 18 nationalités différentes. Ça en dit long parce que donc c'est aussi donc une très forte présence de plusieurs communautés occidentales dans ce pays et aussi la présence de certaines forces étrangères. D'ailleurs, l'assaut a été force spéciale française, force spéciale américaine. Et américaine. Donc force spéciale française qui était au Mali et en mission et qui sont venus intervenir dans la nuit. Forces spéciales donc américaines qui, bien sûr, donc ont contribué à cet assaut. D'ailleurs, on le voit que même en termes de présence, ne serait-ce que pour les Français, il y a plus de 3000 Français résidents donc à Ouagadougou, et c'est un espace qui a été jusqu'à présent donc plus ou moins donc épargné. Effectivement, c'est un pays qui a joué un grand rôle, notamment donc sous l'ancien régime, notamment dans tout ce qui est médiation, dans les problèmes et conflits dans la zone. D'ailleurs, avec Blaise Compaoré, on a commencé un moment donc à parler de ce que on appelait donc l'industrie de la médiation. Il était tellement donc présent sur tellement donc de dossiers et il pouvait arriver aussi donc à des solutions avec des groupes même donc les plus donc radicaux, ce qui a épargné donc le pays. Certes, depuis une année donc le pays vit dans cette phase de transition difficile avec toutes les conséquences donc qu'elle a eues, mais aussi donc la tentative de putsch a fragilisé encore davantage le pays. Il est clair que la dislocation et le démantèlement aussi donc de cette force d'élite a fait que le pays donc est devenu dans une certaine donc situation de porosité. Le fameux régiment spécial présidentiel qui a été dissous, en fait, c'était pas des troupes entraînées pour lutter contre le terrorisme, c'était des troupes entraînées
pour protéger les régimes et donc faire de la répression de la population, éventuellement des opposants. C'était à l'origine sa mission. Donc ce n'étaient pas des soldats qui sont entraînés pour lutter contre le terrorisme. Donc ça c'est. Mais ils étaient bien formés et surtout donc bien armés. Donc contrairement au reste. C'est vrai, formés, bien armés, mais surtout en ayant comme cible principale les opposants de l'intérieur. Ça c'est un peu le côté paradoxal d'un certain nombre d'États africains où les régimes s'entourent de forces ultra formées, qui créent une armée dans l'armée. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à des violences suite à cet attentat? D'ailleurs, bon, je voudrais d'abord avoir une pensée pour toutes les victimes et leurs familles. Je connais très bien cet hôtel, parce que moi-même j'y ai logé en 2011, j'ai passé 8 jours là-bas, j'étais en mission, donc je connais parfaitement le coin. Alors, est-ce qu'il y aura de violence? Il y a une chance quand même de ce pays. Pendant longtemps, il apparaissait comme une île épargnée un îlot paisible, de toutes les violences autour. Il y a le Niger à côté déstabilisé, le Mali un peu aussi déstabilisé, qui sont des voisins. La chance du Burkina Faso, c'est que c'est un pays où les populations sont brassées de manière profonde et l'antagonisme religieux n'y existe pas. Je vous donne un exemple. Donc les relais locaux, éventuellement, qui pouvaient ou qui pourraient servir disons de courroie à AQMI au groupe terroriste, ce relais-là, à mon avis, n'existe pas à ce jour. Pourquoi? Je vous donne un exemple. En fait le terreau finalement qui permet de déclencher des attaques de l'intérieur. Je vous donne un exemple. Vous pouvez trouver des familles où il y a une partie qui est musulmane et l'autre partie est chrétienne. Et les choses se passent très bien. L'exemple que je voulais citer dans ce propos, c'est l'archevêque de Ouagadougou. Son frère est un imam. Lui, il est archevêque catholique. Et ça n'a jamais posé de problème dans la famille. Donc, pourquoi il y a aussi une chance que les relais locaux ne viennent pas? Je pense que c'est ce tampon-là, cette façon et la pratique de l'islam dans ce pays n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver peut-être un peu chez les voisins au Mali, dans les zones contrôlées à l'époque, jusqu'à aujourd'hui partiellement par les djihadistes. Depuis 2 ans, 2 ans et demi, vous avez eu plusieurs chefs d'AQMI et de Morabitoun qui ont été tués. Donc, si vous voulez, en fait, vous avez une nouvelle génération qui est qui est arrivée aux commandes dans ces groupes armés. Plus jeune, qui est moins dans les références sont moins vers Al-Qaïda et plus tourné vers Daesh. Donc ce qui s'est passé, je vous renvoie au mois de mai, il y a eu une sécession à l'intérieur d'Al-Morabitoun où des groupes ont annoncé qu'en fait qu'ils changeaient d'allégeance et donnaient leur allégeance à Daesh. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est qu'en fait aujourd'hui AQMI et Al-Morabitoun se sont sentis suite aux coups qu'ils ont pris, aux sécessions qu'il y a eu, ont eu peur de se trouver à la marge des groupes armés, et donc ils doivent, si vous voulez, d'une certaine manière, se refaire eux-mêmes une légitimité et montrer qu'ils sont une puissance avec qui il faut compter, une des forces djihadistes avec qui il faut compter et qui sont plus puissants que Daesh, pour éviter justement un transfert de leurs propres troupes vers Daesh. Donc je pense qu'on peut s'attendre effectivement à une multiplication des attaques. En fait, c'est ce qu'on a eu lieu depuis plusieurs mois maintenant. Vous regardez s'il y a une multiplication des attaques dans l'ensemble du Sahel, au Mali. Au Mali, c'est régulier. Il y a un kidnapping d'une ressortissante suisse il y a quelques semaines, il y a 2 ou 3 semaines, l'attaque du Radisson, des attaques contre les troupes maliennes, des tirs de roquettes continus, etc. Donc en fait, ça fait plusieurs mois qu'il y a une dégradation de la situation sécuritaire, justement d'AQMI et Morabitoun, pour se faire sentir leur présence. Et on est à peu près dans le même système du moment que les services de renseignement ne coopèrent pas. Même à l'intérieur du même pays, le rapport entre les différents services de renseignement ne sont pas toujours sur la bonne longueur d'onde. Il n'y a pas un vrai échange d'informations. Le grand problème aussi, c'est les agendas en jeu. Chaque pays dans la région a ses propres agendas et généralement contradictoires avec le voisin. Et ça crée énormément de contradictions. L'autre problème aussi, c'est que ces Occidentaux qui sont là
ont aussi des agendas contradictoires, même entre eux, qu'ils se disent qu'ils sont là pour aider ces pays à s'en sortir, et on le voit très très bien. La France, à un moment donné, on le sentait qu'elle était un tout petit peu seule au nord du Mali. Oui, il y a le soutien européen, mais parfois beaucoup plus nominatif, beaucoup plus parole en l'air qu'autre chose. Et il a fallu de véritables... Le grand problème aussi, c'est que même les interventions aussi à l'intérieur, tout à l'heure, c'est Benhamou a parlé et c'est Abacha a parlé du contingent du Burkina qui était le plus important, mais n'oublions pas que le Tchad est un des acteurs les plus importants. Il a été touché jusqu'à maintenant, mais beaucoup plus par Boko Haram, et non pas par ceux qui l'ont combattu, mais de manière beaucoup plus virile que les autres. Et sans le Tchad, je ne pense pas que l'opération Serval, ni l'opération Barkhane qui est en cours aujourd'hui, pourraient réussir. Il y a aussi donc toutes ces problématiques internes à ces pays, la mauvaise gouvernance, la corruption et beaucoup de problèmes qui font aujourd'hui que ces pays sont dans une situation donc de survie et bien sûr il y a ces agendas contradictoires et quand ces gens donc se présentent, quand ces États donc et ces puissances étrangères se présentent dans ces pays, ce n'est pas donc même si donc on présente cette présence sous forme donc de coopération ou d'aide, elle est beaucoup plus donc pour protéger des intérêts donc de ces pays. Maintenant, quand des Occidentaux sont là, ils créent des zones utiles et des zones donc qui sont inutiles. Donc ils créent des carrés dans lesquels donc ils veulent concentrer ce qui est rentable et ils laissent donc le reste Maintenant, la question de la coopération, on ne peut pas donc avoir une coopération réelle donc quand on est faible face à un ennemi qui est global et surtout la capacité de frappe. Aujourd'hui, donc, des groupes terroristes dépassent, et la capacité aussi, donc, la capacité dans l'action de ces groupes dépasse malheureusement, donc, celle des États. Quand le touriste ne venait plus, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les populations elles-mêmes. Mais on sait qu'en Égypte, la police, elle est archi présente, pour ne pas dire hyper présente, mais c'est la population qui a commencé à faire la police. Et elle allait seule, grâce à ces actions de proximité, le fameux dollar qui était prélevé sur chaque package de touristique, on a monté des petits projets, des mini-projets, un peu, type INDH, pour que la population sente les bénéfices de la présence de touristes dans leur village. Et à l'époque, c'est la population qui avait chassé, je dis bien chassé, les quelques leaders qu'on soupçonnait être derrière des attaques ou de mouvances de type terroriste. C'est quoi l'informel finalement si on devait avoir une définition stricto sensu? Alors, l'informel, je ne dis pas secteur ni économie, l'informel est une notion qui est utilisée pour désigner des activités aussi différentes, aussi hétérogènes, que la micro-entreprise telle que l'artisanat, les petites unités de production qui sont de tradition ancienne et qui n'ont rien d'informel. Oui. Elle est utilisée également pour désigner des activités de rue, les marchands ambulants, le commerce, les activités de narcotrafic ou de contrebande, ou encore les activités souterraines qui consistent en des entreprises qui se cachent délibérément. Il y a l'informel légal, il y a l'informel illégal. Voilà. Bon, alors, voilà. Ouais, il y a déjà d'ailleurs, il y a une notion pour désigner cet informel légal, mais qui existe, c'est-à-dire qui fonctionne au vu, au su de tout, des autorités et qui est toléré. On appelle ça ces activités allégales. 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 Oui. Alors, donc, c'est privatisé, c'est comme amoral et immoral, donc allégal. Donc, allégal. Alors, et justement, il ne faut pas confondre entre ces différentes composantes de l'économie informelle. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le secteur des petites et micro-entreprises, effectivement, qui ne transgressent pas délibérément la réglementation, qui fonctionnent au vu et au su des autorités au grand jour, sans poser d'énormes problèmes. Alors, ce secteur est hétérogène, bien évidemment. C'est un secteur composé
pour la grande majorité d'activités de survie et pour une autre composante beaucoup moins forte d'activités dont le système organisationnel et les caractéristiques se rapprochent des entreprises du secteur moderne, mais qui sont très peu nombreuses. On est passé aux méthodes d'enquête. On a fixé les méthodes d'enquête qui ont été normalisées à la fin des années 80. Et la méthodologie, la difficulté essentielle, c'est l'identification de ces unités de production informelle. C'est ça le plus dur. Alors, c'est là où il y a eu une innovation sur le plan, je veux dire, statistique, entre statisticiens et économistes. On a procédé en 2 temps. On a d'abord utilisé l'enquête sur l'emploi, qui a un échantillon extrêmement large. Au Maroc, c'est 60 000 ménages qui sont enquêtés tous les ans. Et qui permet d'avoir le taux de chômage. Exactement. Oui. Et qui a permis, avec un questionnaire spécial, d'identifier les unités de production informelles au sein de ces ménages. Une fois qu'on les a identifiés, on est passé à une deuxième phase qui consiste en l'enquête proprement dite, avec un échantillon considérable. C'est l'enquête de 2007 a enquêté auprès de 11 000 unités de production informelle. Donc c'est ça le substrat, et c'est à partir de là qu'une enquête d'une très grande richesse, mais dont on ne voit pas beaucoup l'écho, dont peu de gens s'emparent de la chose, en dehors de quelques rares chercheurs, rares journalistes. Elle est d'une richesse tout à fait considérable, ce qui fait dire même à certains économistes qu'aujourd'hui on connaît mieux le secteur informel, tel qu'il était défini, que le secteur formel. Par rapport justement à cette caractéristique de l'auto-emploi à hauteur de 75%, l'informel, c'est beaucoup aussi dans le... Il a une caractéristique citadine, à peu près les 2 tiers... des activités se concentrent dans les villes, bien évidemment, comme des villes comme Casablanca, ainsi de suite, et ce qui s'explique aussi par l'exode rural, par main-d'œuvre peu qualifiée, parce qu'on n'a pas de diplôme, on ne sait pas faire beaucoup de choses, on n'a pas appris un métier. Parfois même, d'après la récente étude qui a été publiée par la Banque européenne de reconstruction et de développement et la Banque européenne d'investissement ainsi que la Banque mondiale, on cite aussi parfois le manque de protection juridique insuffisante, la bureaucratie à titre d'exemple. Donc vous voyez, il y a beaucoup de paramètres qui font que... Mais je pense que si on voulait prendre ou se pencher d'une manière de faire microscopique sur l'informel au Maroc, moi je pense qu'a priori on va trouver beaucoup cette histoire d'exode rural, mais surtout aussi le manque de qualification aussi qui joue énormément, ce qui fait qu'on a surtout des jeunes. Je pense qu'il y aura beaucoup de jeunes qui vont se réorienter vers une activité informelle. En 2007, on avait recensé 2,2 millions d'emplois dans l'informel, hors agriculture, comparé à 1,9 million en 99. Ce qui fait que ici aussi nous avions, c'est-à-dire le secteur informel a créé annuellement 40 000 emplois par an. C'est autant de gens. Au moment où le secteur moderne de l'économie le paradoxe dans tout cela, c'est que en même temps, le poids de l'informel dans la création de richesses dans le produit intérieur brut a diminué. C'est-à-dire, je vous donne les chiffres, il est passé de 16,3% en 99 à 14,3% exactement en 2007. Donc il y a une baisse de 2% qui est très significative. Donc c'est le poids en termes. Et la part dans l'emploi non agricole également a baissé de 2%, puisqu'il est passé de 39% à 37%. Alors c'est ça le paradoxe qui est intéressant, c'est qu'en même temps, et ça c'est classique, c'est plus l'économie progresse, plus elle est diversifiée, plus elle se complexifie, et plus le poids de l'informel baisse en termes de sa part dans le PIB. Mais en même temps, il continue à créer de l'emploi, et avec un volume. Alors la question qui se pose aujourd'hui, par rapport, on n'a pas les données de 2014, mais la grande question, est-ce qu'on va assister, y aura-t-il confirmation de cette tendance ou non? Effectivement, une vision très positive du secteur informel consiste à dire que c'est un secteur qui pallie au chômage du secteur moderne, qui peut se substituer à la limite
à l'emploi du secteur moderne, créateur d'emplois. C'est un peu mettre des œillères, voilà. Parce qu'on est quand même sur des métiers extrêmement précaires avec des revenus extrêmement faibles. Voilà. Bon. Alors, il crée des emplois, des revenus et des formations dans des conditions effectivement d'une très grande précarité. N'oublions pas que le secteur, il y a une absence totale de protection sociale et ça c'est très intéressant à souligner et j'espère il y a eu un projet, il y a le projet de l'association de l'AMI, l'assurance maladie obligatoire pour les indépendants, les professions libérales, où une part de l'informel doit être inclue. Alors ils vont procéder progressivement. À commencer par les plus structurés, les médecins, pharmaciens, etc., etc. Et donc, il est important de souligner qu'il y a absence de protection sociale dans ce secteur, qu'il n'y a pas de contrat de travail. Vous allez me dire que même dans le secteur formel de l'économie, ça existe, mais il y a de simples contrats verbaux qui scellent une alliance entre deux partenaires. Une relation entre employeur et employé, elle est régie de toute façon. Il y a de l'instabilité dans l'emploi, des revenus qui sont irréguliers, des revenus hétérogènes, certes pour les patrons, ils sont un peu plus élevés que le SMIC, mais pour la grande majorité, ils sont inférieurs. Aujourd'hui, il faut aller vers une autre, vous disiez, Faisal Farhi, c'est un autre deal qu'il faut, justement. C'est exactement ça. Je pense que quand on a une politique, surtout en matière sociale ou économique, bien évidemment, il faut montrer l'intérêt pour la cible. Qu'est-ce que je gagne si je passe de l'informel au formel? C'est quoi l'argument? Exactement, l'argument. Qu'est-ce que je gagne? C'est aussi simple que ça. Je pense qu'aujourd'hui, que la plupart des gens, j'en suis convaincu que c'est le volet social qui va les pousser à migrer vers le formel. Pourquoi? Parce que les gens, ils savent qu'ils ont besoin d'une assurance maladie, qu'ils ont d'une prise en charge, d'une retraite, d'une prise en charge en cas d'accident, ainsi de suite. Enfin, contre les accidents de la vie en général. Et lorsque, par exemple, aujourd'hui, les taxistes, par exemple, qui exercent une activité formelle, ils vous disent, nous, on paye les impôts, on fait, mais on n'a pas de couverture. Donc, vous voyez, je pense aujourd'hui que c'est l'argument fondamental, l'argument le plus fort qui existe. Je voudrais juste revenir sur l'histoire des parallèles entre l'informel et le formel. Aujourd'hui, parallèlement justement à la carotte fiscale, il y a aussi un autre corpus juridique en matière de blanchiment d'argent, en matière quand on parle justement de l'amnistie fiscale pour les gens qui veulent migrer de l'informel au formel, il y a aussi la prescription, c'est-à-dire que une prescription de 10 ans. C'est-à-dire qu'on a rallongé, je pense qu'on est passé de 4 à 10 ans, ce qui suppose que le gouvernement, il est très bien conscient que c'est vrai, la carotte c'est intéressant, mais il garde dans la main droite, il a toujours le bâton pour taper très 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 fort. Au Brésil, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet à très grande échelle. Nous, on a des projets, il y a eu des tentatives de formalisation telles que la microfinance, à travers le microcrédit, à travers les activités génératrices de revenus, sans parler maintenant des activités de ce qui est beaucoup plus proche, l'auto-entrepreneur, et actuellement, donc... Alors, moi, ce que je dis, la vision fiscaliste, elle est intéressante, mais elle n'est pas suffisante. Autrement dit, les acteurs de l'économie informelle ont des stratégies de contournement. Les marchands ambulants, essentiellement, qui ont la situation la plus précaire, il y a un besoin de reconnaissance de leur métier. Et ça, on ne le fait pas suffisamment. Et je crois que ces jeunes, ils sont très jeunes, le moyen d'âge est assez faible, ont besoin d'un coup de pouce et, j'allais dire, de reconnaissance pour valoriser leur statut. Pourquoi, à la télévision, on ne peut pas imaginer une émission pour dénicher les jeunes talents d'entrepreneurs, parce qu'il y a des gens absolument géniaux, qui ont dû sortir de l'école, etc., ou n'ont jamais été à l'école, mais qui nous donnent une leçon de courage et d'humilité. Non, et surtout des leçons de marketing. Une leçon de marketing. Parce qu'ils connaissent très bien les besoins des populations et le marketing, c'est bien Pourquoi ne pas, dans une proposition que je fais à votre chaîne, ne pas une sorte d'émission recherche de talent des entrepreneurs itinérants? Qui dit par exemple marchand ambulant dit occupation du domaine public. Aujourd'hui, moi je suis... Et vous avez d'ailleurs à juste titre souligné le fait que les marchands ambulants ont besoin d'une reconnaissance de leur métier. On peut garder les charrettes, pourquoi pas? Mais bon, des charrettes... C'est l'expérience justement de ces plateformes de proximité. Exactement. Et qu'on pourrait même en faire une sorte d'attraction touristique, entre guillemets. Quelque chose qui...
par exemple, les vendeurs, enfin, les gens qui vendent de la viande, qui font de la grillade, à titre d'exemple. On peut penser, par exemple, à des endroits où on fait que de la grillade et qui servirait aussi d'attraction touristique. C'est exactement jamais fait. Ça participe de l'animation des villes. Moi, Exactement. Une expérience très intéressante, justement, quand on parle de... Parce que finalement, l'histoire de l'informel, c'est l'histoire d'une société, repenser l'espace public, repenser nos activités, nos rapports humains, ainsi de suite. Il y a les femmes qui vendent des escargots, par exemple, sur la corniche casablancaise. Je trouvais que c'était formidable. C'est-à-dire, on leur a donné je sais pas comment on va appeler ça, des carrioles. Des carrioles, avec des numéros, avec un vêtement de travail, ainsi de suite. Et donc, ça fait joli, ça donne envie. Et ça donne envie, ça crée aussi une activité. Et ça valorise. Et ça valorise, certainement. Ça valoriserait mieux, encore mieux s'il y avait une protection sociale. Ah mais clair, bien sûr, évidemment. Et ça, j'espère que le projet de l'AMI va s'adresser à ces catégories. C'est un think tank international qui regroupe notamment les grandes entreprises, les grands décideurs politiques, pour réfléchir sur les tendances de long terme essentiellement de l'économie mondiale et des sociétés, le cas échéant, mais qui est toujours rattrapé par le conjoncturel, comme cette 47e édition, qui va traiter bien sûr des tendances, notamment à travers la 4e révolution industrielle, mais qui est rattrapé par la conjoncture, à savoir les migrants, le pétrole, COP21, etc. Donc, un grand forum de discussion. De discussion et également de beaucoup de business. Oui. Effectivement, c'est un think tank qui a son siège en Suisse, pour ceux qui ne le savent pas, et qui regroupe... alors, il ne fait pas... Alors, on parle de World Economic uniquement pour la rencontre de janvier. En fait, il fait aussi des rencontres régionales. C'est important. Et alors, j'aimerais quand même rappeler son objectif principal, qui est un peu ambitieux, améliorer l'état du monde. Voilà un petit peu l'objectif. C'est un noble objectif et un peu... améliorer l'état du monde en se plaçant au départ sur le plan économique, aussi environnemental et santé, mais comme l'a dit mon ami Naïed, qui dérive un petit peu ou peut-être même beaucoup sur le politique. Et c'est comme ça que chaque année sont invités des chefs d'État, etc. Et évidemment, ça attire beaucoup de monde parce que lorsqu'il y a des chefs d'État, des chefs de gouvernement, ça attire beaucoup de monde et surtout les médias qui sont très friands, bien sûr, de rencontrer ces personnes. Pour cette édition 2016, parmi les sujets qui sont les plus brûlants qui seront abordés par les participants, il y a notamment la question de la migration, qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui à l'Europe et aux Occidentaux de façon générale. Il y a aussi la question de la croissance chinoise qui s'épuise un petit peu ces derniers temps, qui inquiète aujourd'hui les Occidentaux, mais aussi peut-être les autres grandes puissances. Il y a aussi le prix du pétrole qui est en chute libre en tout cas depuis quelques temps et qui inquiète la planète. Donc il y a aussi beaucoup d'autres sujets. Alors, parce que finalement, ce forum n'est pas l'occasion finalement pour les puissants de ce monde d'essayer de façonner une espèce de dogme économique capitaliste sur l'ensemble du monde. Je vous pose la question. C'est pas orienté du tout, mais je vous pose la question. C'est Benaïed. Non, mais il faut dire que le forum est dans l'anticipation. Et quand on a des intérêts, on essaie d'anticiper pour continuer à les défendre. C'est tout à fait normal que les puissants se réunissent dans ce forum pour continuer à anticiper sur le monde, à faire fructifier le business. Et derrière le business, il faut dire également qu'il y a des vies, il y a des économies qui si elles ne retrouvent pas la croissance, il y aurait du chômage. Donc derrière, améliorer l'état du monde, comme l'a dit Sikirdoudi, c'est également une réflexion d'anticipation sur comment réagir à des nouveaux phénomènes que rencontrent les décideurs ou que rencontrent les économies, etc. Et je crois que c'est important d'anticiper pour pouvoir un peu
intégrer les transformations de fond des sociétés. Et l'économie mondiale est en train de vivre vraiment des transformations de fond et qu'il faudrait maîtriser leurs conséquences sur l'emploi, sur le chômage, Mais derrière ça également, cette, je dirais, noble mission du Forum, il faut dire également c'est un lieu de réseautage et d'échange, je dirais, entre parenthèses, de cartes, de business également. Et c'est important. Le haut lieu du lobbying, là aussi, C'est un haut lieu du lobbying, pas seulement des grandes entreprises. Et c'est pas un forum qui est fait pour les PME. C'est fait pour les gens. 60 000 euros pour elle, c'est pas une PME qui va se D'ailleurs, les permettre. versions régionales qu'a évoquées Secret de 10, c'est justement pour permettre aux entreprises moyennes, etc., d'essayer de faire le même exercice d'anticipation. Et je crois que c'est important. Moi, je compare un petit peu comme le G20. Le G20, c'est les gouvernements, mais qui n'ont pas non plus de décision, ils ne prennent pas de décision. Mais là, c'est un peu le secteur privé. C'est le secteur privé qui réfléchit aux problèmes du monde. Et c'est quand même des gens intéressants. Parce que pour devenir PDG d'une grande multinationale, je prends Renault ou Microsoft, etc., c'est pas des petites gens, c'est pas des gens moyens, c'est des gens quand même qui ont une intelligence et une formation, une connaissance supérieure. Donc je pense que c'est utile que des gens de ce niveau-là, qui est un niveau très élevé, puissent discuter. Et d'ailleurs, le champ d'activité du forum s'est élargi, puisque à part l'économie, il s'intéresse également à la santé, il s'intéresse à l'environnement, il s'intéresse à l'éducation, il s'intéresse, par exemple, ils ont créé les Young Leaders, c'est-à-dire ils choisissent les meilleurs entrepreneurs du monde. Et j'insiste là-dessus, il veut être un forum mondial. Je pense que le Maroc peut faire une présence assez remarquée, assez importante à ce forum, à la fois pour le lobbying, mais aussi parce que le Maroc a d'autres choses à partager avec le monde. Hein. Le Maroc a beaucoup d'expériences positives, notamment dans le domaine sécuritaire. On a vu le rôle des services de renseignement marocains dans la lutte antiterroriste. Donc l'expérience marocaine aujourd'hui est un modèle qui est à présenter aux autres pays aussi, qui peuvent en avoir besoin. Il y a aussi la question du changement climatique. Donc le Maroc va accueillir la COP22 à Marrakech, donc en 2016. C'est l'occasion aussi d'échanger. Et puis voilà, donc le côté environnement, mais aussi un autre côté qui est important, c'est le côté économique. Parce que le Maroc est en train de se positionner depuis quelques années comme hub donc, en Afrique sur le plan économique. Et donc l'expérience marocaine, en tout cas des avancées sur le plan économique, avec ce qu'on a vu comme le plan émergence et récemment le plan d'accélération industrielle, donc sont autant d'expériences positives que le Maroc peut échanger autour de ça avec d'autres pays et chercher de nouveaux partenaires, de faire de nouvelles rencontres. Donc il y a aussi, peut-être j'ajouterais le fait que le Maroc est un pays stable, c'est un niveau de stabilité dans l'Afrique du Nord. Et en ce sens, le Maroc est un pays modèle, notamment pour les pays arabes, en matière de stabilité politique. Donc, on n'arrêtera jamais le progrès. Et la 4e révolution industrielle, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elle va se réaliser. Pour la simple raison, c'est que le monde change, il évolue, il croît. Et quelle est l'essence même de cette 4e révolution industrielle ? C'est la généralisation des smartphones. Et maintenant, avec la généralisation de la connectivité, on peut tous devenir des objets innovants. On peut même choisir maintenant, je dirais, même la forme de sa voiture, et au lieu que les usines soient standardisées, l'objectif, c'est que chacun choisisse les objets qu'il veut consommer à travers cette connectivité. Et c'est ça la nouvelle révolution. Maintenant, il faut dire également que Davos, et c'est ça l'avantage, c'est l'anticipation. Il faut dire que le concept de la 4e révolution industrielle est né en Allemagne. Et il est né dans une discussion formalisée entre le gouvernement, les syndicats et les chercheurs pour qu'ils anticipent l'avenir. Et je crois que ce niveau également d'échange entre les différents acteurs va permettre d'accélérer le changement et surtout de se doter de capacités pour s'adapter aux changements. Ces changements sont des changements de fond. Ils ne vont pas dépendre uniquement du multinational.
c'est des besoins exprimés par les nouvelles générations qui sont tout le temps connectées et qui ont besoin d'innovation, de spécification, de diversification. Donc, il faut prendre ce mouvement de fond et s'adapter. Les inégalités sociales, on en parle tout le temps et on en est tous conscients, il y en a toujours eu, elles s'aggravent. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'aggrave effectivement. Parce que la question qui se pose, c'est quel modèle pour la société en fait? Est-ce qu'il faut qu'une élite privilégiée puisse, en s'appuyant sur les innovations, prendre la tête, continuer à s'enrichir, à avancer, à se développer, en laissant derrière toute la planète? Ou bien est-ce qu'il faut peut-être qu'on pense à un modèle qui va inclure en tout cas une bonne majorité de la population mondiale pour qu'on puisse avancer ensemble? Moi, je pense que le débat de fond, il est là. Est-ce est-ce que les riches doivent continuer à s'enrichir seuls, ou bien est-ce qu'il faut trouver un système qui permet quand même de mettre un peu, en tout cas d'améliorer la condition de vie d'une bonne partie de la population, avoir une classe moyenne qui soit bien visible dans la majorité des pays en fait. Je pense que c'est un peu ça la question de fond qui se pose aujourd'hui. C'est la question que je pose depuis le début de cette émission. C'est en gros qu'on est en train de démontrer finalement que il y a des fondements du capitalisme à remettre en question, mais qui ne seront jamais remis en question, parce qu'on est de toute façon dans un forum qui est le chantre du capitalisme, qui est une espèce d'antinomie. Je voudrais juste atténuer ce que vous dites, et je vais citer ici quelques exemples. Par exemple, c'est vrai qu'il y a une inégalité dans le monde, ça c'est clair. On a toujours été habitués, mais ça s'aggrave. Je pense qu'actuellement, en ce début du XXIe siècle, il y a une prise de conscience que ça ne peut pas continuer comme ça. Ne serait-ce que dans l'intérêt des capitalistes eux-mêmes. Parce que c'est vrai que lorsque vous faites des produits, il faut les vendre. Il faut trouver des gens qui ont le pouvoir d'achat. Je prends juste quelques exemples qu'a initié le forum. C'est les Young Global Leaders. Les Global Shapers, c'est des entrepreneurs de 20 à 30 ans. Les entrepreneurs sociaux, les technologies pionnières, un autre Global Health Initiative, Global Education Initiative. Donc c'est vrai que le forum a compris ce que vous insistez à juste raison. Il ne faut pas qu'une petite minorité vive dans la richesse et la grande majorité. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience. Il y a déjà des programmes qui sont mis en œuvre. Ce n'est pas suffisant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et justement, il faudrait que nous, les pays en voie de développement, nous soyons présents dans ces forums pour crier haut et fort, oui, c'est bien tout ce que vous faites, mais n'oubliez pas les trois quarts de l'humanité qui vit encore dans la misère. Je crois qu'on a un vrai problème de gestion de la transition dans la région sud-méditerranéenne. Et c'est ça le fond du problème. Et c'est ça ce qui inquiète l'Europe, on va dire, d'avoir une zone de turbulence en continu juste à côté. C'est ça le vrai problème. Mais il faut dire également que on a de la difficulté à assurer la transition politique. Et cette transition politique, il va falloir la gérer. Si le Maroc se distingue, c'est parce qu'on a pu la gérer dans le temps avec beaucoup, je dirais, de gestion, de discussion, quelquefois dans la douleur, mais quand même, on l'a géré dans le temps. Il se voit aujourd'hui que la théorie du chaos créateur de Condoleezza Rice est un chaos vraiment, et qu'on ne peut pas continuer. Il faut trouver un moyen pour stabiliser ces pays, parce que c'est pas vrai que l'investissement est complètement déconnecté de la stabilité. Non, on ne peut pas aller investir dans un pays où on ne sait même pas est-ce qu'on va pouvoir travailler, faire fructifier, ou on ne va pas pouvoir travailler. La stabilité, elle est importante, mais il faut trouver des modes opératoires pour gérer les transitions. Sommes-nous au bord d'une récession mondiale? Donc on l'envisage, ce qui est grave d'envisager une récession mondiale. C'est pour cela qu'il faut être très vigilant
Et pour notre pays, le Maroc, effectivement, vous savez que la croissance qui est prévue en 2016 est assez faible. Et malheureusement, l'Europe, qui est notre principal débouché, je l'ai dit tout à l'heure, ne connaîtra qu'une croissance de 1,7%. Donc on va s'attendre, je ne veux pas être pessimiste, mais une année 2016 difficile. Ibrahim Souleyman. Oui, ben, en tout cas, la Chine, pour revenir sur la Chine, elle est au cœur de l'économie mondiale aujourd'hui. Donc c'est devenu le verrou un peu de l'économie mondiale. Et le ralentissement chinois inquiète tout le monde, y compris les Africains. Parce que l'Afrique, quand même, pour l'Afrique, la Chine, c'est le premier partenaire économique. Et déjà, au cours de l'année 2015, il y a eu une baisse, selon des chiffres, d'environ 40% de baisse de demande de matières premières en provenance de la Chine. La formation professionnelle, d'abord c'est un système de formation qui répond à la fois aux objectifs des individus pour une meilleure insertion dans la vie active, mais aussi pour améliorer son employabilité, mais aussi il répond aussi aux objectifs des entreprises pour améliorer leur compétitivité. Et comme vous l'avez bien dit, il y a effectivement la formation initiale qui est à la fois diplômante et qualifiante. Au niveau de la formation diplômante, là aussi, il y a divers types de formations. Il y a la formation résidentielle qui se passe à 100% au sein des centres de formation et la formation alternée qui se passe à 50% au niveau des établissements de formation et 50% au niveau des entreprises et la formation par apprentissage qui se passe à 80% au sein des entreprises avec des formations, que ce soit sur le plan technologique ou technique, qui se passent au niveau des établissements de formation. Ça, c'est par rapport à la formation initiale diplômante. Il y a aussi la formation professionnelle qualifiante qui est ouverte aussi aux individus pour améliorer leur insertion. Ils sont déjà en entreprise? La formation qualifiante, non. C'est des jeunes qui cherchent, ils ont une formation, une qualification, mais qui cherchent à améliorer davantage leur qualification. Et généralement, c'est des gens qui sont, elle est ouverte surtout aux chômeurs qui sont ayant une longue durée de chômage, mais à différents types de populations qui sont à la recherche d'une nouvelle qualification au sein de leur carrière professionnelle. Il y a aussi la formation continue, et actuellement, il se passe surtout à l'initiative des entreprises. Et donc, c'est une formation qui se passe au sein des entreprises pour soit améliorer la compétitivité des entreprises, soit améliorer aussi la productivité des salariés. Au niveau vous parlez tout à l'heure des structures aujourd'hui émergentes. Ces structures aujourd'hui émergentes nous permettent, nous, de se projeter dans notre plan de développement. Ismaël a parlé tout à l'heure du plan d'accélération industrielle. Si j'annonce aujourd'hui des chiffres par rapport au contrat de performance qui vient d'être signé avec le ministère de l'Industrie et ces fédérations-là, si je ne prends que le secteur de l'automobile aujourd'hui, 56 000 ont besoin de création d'emplois à l'horizon 2020. L'OFEPT capte quand même plus de 90% de l'offre de formation. D'accord. La même chose au niveau du textile habillement, la même chose au niveau des énergies renouvelables et la même chose sur l'association des poids lourds. Alors aujourd'hui, ce matching, je dirais, entre le besoin et l'offre, il est fait justement sur la base des études, des contrats de performance, mais aussi sur les référentiels emploi-métier qui nous permettent justement de s'approcher dans un langage commun de la compétence avec les professionnels et de bâtir des programmes de formation qui sont concertés avec les professionnels, je dirais, depuis la définition du besoin jusqu'aux mesures post-formation et insertion au niveau du marché du travail. Aujourd'hui, ce que nous avons à faire, c'est justement d'améliorer cette image de la formation professionnelle qui, par le monde sur des pays, je dirais, industrialisés, capte plus de 60% en Allemagne et 80% en Suisse, faire en sorte qu'aujourd'hui, ça soit une vocation du jeune et non pas une école de deuxième chance. C'est aujourd'hui ce message-là que nous devons travailler ensemble et je dirais que ça ressort, je dirais, de façon très importante au niveau de la réforme de l'éducation et de la formation, surtout dans le volet leadership et introduction de tous les partenaires socio-économiques pour l'amélioration de cette image de la formation professionnelle dont a connu la consécration de par les deux discours de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste comme étant une voie de salut efficace et efficiente pour une insertion ou favorisant une insertion socio-professionnelle. L'adéquation avec le marché de l'emploi, évidemment, on parlait surtout sur l'aspect technique, c'est-à-dire le métier proprement dit, mais il y a tout un ensemble de compétences dont si un ingénieur bac plus 5, aussi bon soit-il, qui n'est pas capable de communiquer avec un autre ingénieur, etc., il y a un problème.
Donc voilà, tout à l'heure on parlait de l'aspect professionnel, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'essentiel, d'ailleurs les entreprises et les recruteurs n'arrêtent pas de nous le répéter, c'est de former un bon citoyen, c'est-à-dire il est capable de communiquer de manière avec aisance, au moins en 2 langues. Il faut qu'il maîtrise les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut qu'il ait la capacité de travailler en groupe et la capacité de programmer, de planifier, la capacité d'anticiper sur les problèmes. Donc il y a pas mal de compétences qu'on note sous l'intitulé les soft skills que nous sommes en train de développer. Il y a aussi l'aspect d'auto-formation que nous sommes en train de développer à l'OFPPT évidemment, mais aussi à l'éducation nationale. C'est ce qu'on appelle l'éducation à l'esprit d'initiative et la culture entrepreneuriale. Par rapport à la formation professionnelle, il faut préciser qu'il y a plusieurs niveaux de formation professionnelle. Il y a en fait 4 niveaux de formation diplômante. C'est le technicien spécialisé qui est ouvert au baccalauréat plus 2 années de formation. Le technicien pour les niveaux bac. Il y a la qualification qui est ouverte aux gens qui ont la 9e année fondamentale et la spécialisation pour les jeunes qui ont la 6e année fondamentale. Donc il y a différents... Les formations qualifiantes. Voilà, en plus des formations qualifiantes. Et il y a aussi le certificat d'apprentissage qui est ouvert aux jeunes qui ont un minimum de lecture, de connaissances en termes de lecture et d'écriture. Donc quand on parle de tout ce qui est soft skills, c'est aussi, il faut répartir cette question, cette problématique de soft skills par rapport à ces niveaux de formation. C'est vrai que c'est une question intégrée, du moment où nous, on se situe entre 2 systèmes, c'est l'éducation nationale, et donc on récupère les gens de l'éducation nationale, mais en bonne partie aussi, au niveau technicien et technicien spécialisé, des gens qui ont même des licences et qui se rabattent sur la formation professionnelle pour avoir une qualification technique. Et donc, et aussi, il y a une continuité par rapport à l'enseignement supérieur. Actuellement, les passerelles sont limitées et tout ça, il fait que le grand public a une vision sur la formation professionnelle qui est ce qui est aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je laisserai peut-être mon collègue parler de tout ce qui est réforme au niveau de l'éducation nationale, mais c'est la raison pour laquelle, éducation nationale, formation professionnelle, on a ouvert des chantiers qui permettront aux 2 systèmes une meilleure coordination, et donc c'est la création de tout ce qui est parcours professionnel. C'est une question pour la valorisation de la voie professionnelle, et donc un parcours collégial au niveau du collège, et le baccalauréat professionnel qui a été d'ailleurs plusieurs fois pour lequel on a passé des messages, et qui se passe à la fois au niveau de l'éducation nationale et au niveau de la formation professionnelle, qui permettrait à ces 2 systèmes et des établissements de l'enseignement général et des établissements de formation professionnelle dans le cadre d'un réseau, avec de communiquer, mais aussi avec les professionnels, parce qu'il y a 25% de stages qui se passent en entreprise. Et donc, avant même d'avoir le diplôme, il y a une communication entre ces 3 systèmes pour qu'on puisse produire quelqu'un qui répond à la fois aux exigences des entreprises, parce qu'il y a des profils qui sont déterminés au préalable, mais aussi qui soit capable, comme on l'a dit tout à l'heure, de s'intégrer facilement dans la vie active. Cette intégration entre l'éducation nationale et la formation professionnelle, il a comme visée justement de rapprocher les demandes et d'avoir un référentiel de compétences commun. D'autant, je dirais, que par rapport aux professionnels, aujourd'hui, nous sommes en train de développer des référentiels emploi, métier, compétences qui nous permettent de parler la compétence avec les industriels. Aujourd'hui, nous sommes amenés à mettre en place des référentiels compétences avec des prérequis avec le ministère de l'Éducation nationale. Oui, voilà, ces prérequis, c'est aujourd'hui des systèmes tels que le système PISA, pour ne pas le citer, calibrent justement le outgoing en termes de compétences et en termes d'éducation et de savoir. Nous devons justement mettre ces prérequis, les travailler en commun avec l'éducation nationale pour qu'on puisse parler le même langage et attendre. C'est parmi les mesures. Parce que ça a l'air dur là, de se mettre d'accord sur. C'est ce qu'on est en train de mettre en place, de par ce que a dit ma collègue tout à l'heure en termes de parcours professionnel collégial, en termes de baccalauréat professionnel, ou encore en termes de passerelle entre l'éducation nationale, la formation professionnelle et le ministère de l'Éducation supérieure. Si vous me permettez, par rapport déjà à la réforme qu'on est en train de mettre en place, il faut peut-être rappeler qu'elle émane évidemment de quelques, des directives royales, des discours royaux à l'occasion de la célébration de la journée de la révolution du roi et du peuple à l'occasion de 2012,
à l'occasion de également 2013, mais surtout le discours d'ouverture de la session parlementaire d'octobre 2014, où les ministères concernés, les départements concernés ont été appelés à mettre en œuvre de manière urgente, répondre à quelques dysfonctionnements et problématiques majeures, et en même temps appeler le Conseil supérieur d'élaborer une feuille de route. Et donc, bien sûr, tout ça a eu lieu en se basant sur les acquis, en se basant sur les rapports qui ont été élaborés par des instances dédiées. Et de là, on a deux manières de faire. On a déjà les mesures prioritaires au niveau, par exemple, de l'éducation nationale, qui reprennent un peu ce dont vous avez parlé tout à l'heure, par exemple le problème de langue, le problème des apprentissages fondamentaux au niveau des 4 premières années, c'est essentiel. Toutes les soft skills dont on a parlé tout à l'heure, donc elles vont avoir lieu à ce niveau-là, à cette mesure prioritaire. Il y a également une autre mesure prioritaire qui apprenne à l'élève dès le plus jeune âge d'avoir des informations sur les métiers et se préparer justement pour entreprendre un parcours collégial, professionnel, c'est une première, et après des parcours aussi professionnels au niveau du baccalauréat professionnel. Donc ça, ce sont les mesures prioritaires, mais il y a aussi la vision qui s'organise autour de 4 grands domaines. Le premier domaine, c'est l'offre scolaire. Et là, en rapport avec la formation professionnelle, qui est le sujet de notre émission, c'est justement, vous avez dit tout à l'heure en termes de quantité, on peut dire que c'est acceptable. Non, il y a encore des efforts à faire parce qu'il n'y a pas une équité. Objectifs qui sont, parce qu'il n'y a pas une équité par rapport au rural, il n'y a pas un équilibrage au niveau des régions, il y a aussi par rapport à couverture sur le territoire. Il y a aussi un effort à faire au niveau de l'équilibrage en matière de secteur, une réponse idoine par rapport aux besoins de chaque secteur. Donc ça, c'est l'offre. Il y a un deuxième domaine qui est plus important, et c'est celui que vous avez abordé tout à l'heure, c'est l'aspect qualité. Donc qualité pour tous, évidemment. Et là, on a encore beaucoup d'efforts à faire. Je crois que c'est le centre, c'est l'essentiel, la quintessence, à mon avis, de toute cette vision stratégique. Et il y a le troisième domaine qui est la promotion, ça aussi c'est important, c'est la promotion de l'individu et de la société. Et donc là, nous sommes obligés d'assurer à l'individu une insertion et un apprentissage tout au long de la vie. Alors quand on a parlé de quelques compétences qui vont lui permettre d'auto-évoluer et d'évoluer en fonction de l'évolution des métiers, des technologies et tout ça, donc l'aspect langue, l'aspect technologie de l'information et de la communication, l'aspect savoir résoudre les problèmes, l'aspect critique, constructif évidemment, tout ça, ce sont des apprentissages, ce sont des compétences qu'il va falloir développer et qui lui permettront justement d'évoluer avec aisance. Et le quatrième et le dernier, qui n'est pas l'un des moins importants, c'est la gouvernance. Parce qu'il y a beaucoup de départements, il y a beaucoup de stratégies sectorielles notamment, et il y a une planification qui doit se faire dans le temps, mais aussi par rapport à la région. Parce que nous avons également un élément de contexte qui est extrêmement important et qu'il va falloir prendre en considération, c'est la régionalisation avancée. Donc aujourd'hui, les régions doivent développer des plans intégral, c'est-à-dire qui prennent en considération les besoins des uns et des autres, c'est au niveau de la région, y compris l'aspect éducation, l'aspect formation professionnelle. Est-ce que les grandes entreprises jouent le jeu déjà? Les grandes entreprises jouent le jeu, ils sont structurés, c'est-à-dire il faut le faire. Et vous l'avez bien dit, aujourd'hui le tissu économique marocain c'est 90% et plus PME, PMI. Aujourd'hui il faut les aider. Il faut les aider ne serait-ce que sur la définition des besoins. Aujourd'hui la majorité des PME, PMI, ça se réserve à 3, 4, 5 personnes. Et elles ont besoin de profils bien particuliers, de profils parfois beaucoup plus polyvalents, qui ont besoin de soft skills. Tout à fait. Et dans ces entreprises, malheureusement, ce qui fait aussi carence, c'est la gestion des ressources humaines. On n'a pas de DRH, de directeur des ressources humaines ou de responsable de formation. Donc aujourd'hui, concrètement, comme vous l'avez dit, il faut leur simplifier la tâche, les aider, je dirais, par un plan d'action ou un plan de formation sur lequel on connaît quelles sont les perspectives de développement. De par justement la taille des grandes entreprises qui font travailler ces petites entreprises, on sait quelles sont les exigences du marché de l'emploi en termes de compétences et en termes d'efficacité et d'efficience et de rendement au poste.
poste. Aujourd'hui, on doit leur monter un plan de formation sur mesure et les inviter à bénéficier de ces formations au lieu de les inscrire comme les grandes entreprises dans cette ossature qui aujourd'hui ne leur permet pas de bénéficier de par, je dirais, leur capacité à financer les actions de formation. Il faut, au lieu d'être sur le carcan global qui s'adresse à toutes les grandes entreprises, faire quelque chose de spécifique et c'est ce que nous allons faire, Inch'Allah, dans notre stratégie pour la formation au profit des PME-PMI.